Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva, votre rendez-vous hebdomadaire de l'Olympique de Marseille. Vous allez rien rater comme chaque semaine. Et pour parler de l'OM, quoi de mieux qu'une équipe de passionnés, vous les connaissez tous maintenant. Salut Raph, comment tu vas? Salut à tous. Salut Christopher, Ouais, là, la méga pêche. la méga pêche, j'espère que c'est la pêche également pour toi, Richard. Et Flo, j'espère que tout va bien également pour toi. Et ce soir, nous avons la chance de ne pas avoir un invité, mais deux invités qui vont nous accompagner pour nous donner leurs meilleures analyses, leurs meilleurs ressentis sur ces derniers matchs, sur ces dernières semaines. On va commencer avec toi, Faisal. Salut à toi, Faisal. Ouais, bonsoir à tous. Ouais, ça va très bien. Merci en tout cas pour l'invitation. Je rappelle que tu es chroniqueur pour le média La Commanderie. C'est ça, tout à fait. Donc, on produit des podcasts spécialisés sur l'Olympique de Marseille. Et également, tu as une autre activité car tu travailles pour un club espagnol, l'Espagnol de Barcelone. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, on aura, je pense, l'occasion d'y revenir plus en profondeur sur un certain sujet. Donc, voilà. Bien sûr, on va y revenir tout au long de cette émission. Et notre deuxième invité, parce que je vous avais dit, nous avons deux invités ce soir, c'est Basile. Salut à toi, Basile. Salut tout le monde, hein. Merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Merci à toi de l'avoir accepté. Je rappelle que tu es, on va dire, un célèbre tweetos, Basile, avec Basile Bilo. Oui, c'est ça, ouais. Tu es assez connu sur Twitter, mais tu as d'autres passions comme la peinture notamment. C'est surtout du design, du coup, je réalise des tableaux, quoi, et d'autres choses, d'autres créations, un peu pour tout le monde, pour ceux qui veulent, pour les anniversaires, ainsi de suite. Donc tu as un côté artistique en plus d'être un grand supporter de l'OM. Allez, découvrons tous ensemble le programme de cette émission. On va revenir en première partie d'émission sur le match de la semaine et cette victoire 3-1 contre Brest. En deuxième partie, il n'y a pas de fumée sans flot. Vous verrez, c'est une nouvelle rubrique. En troisième partie, le verdict de Raph, suivi du top et des flops de Chris. En cinquième partie, pourquoi tu marronnes Richard? Cette semaine, il nous donnera son coup de gueule. Le jeu des pronos Nice-OM samedi à 17h. Le dossier de la semaine qui sera consacré au repérage de talent à la Marseillaise. Et en dernière partie d'émission, bien sûr, les questions pour nos deux invités du jour. Allez, revenons sans plus attendre à ce match et cette victoire 3-1 qui nous fait du bien. Encore une victoire acquise dans les dernières minutes. On commence vraiment à parler de ce Sampaoli time. Déjà, c'était le cas avec la victoire contre Rennes. Richard, on va revenir avec toi du coup sur ce succès. Donc, deuxième succès consécutif en 3 jours de nos Marseillais. Donc, rappelons que l'OM il gagne contre Brest. C'est une équipe qui réussit bien pour les Marseillais à domicile. 10 victoires, 2 nuls sur les 12 dernières confrontations. Et à chaque fois, l'OM a marqué. On n'a pas dérogé à la règle samedi dernier. Effectivement, une victoire contre Brest, c'est bien parce que, dans l'état dans lequel on était 2 semaines avant, on était vraiment dans un trou noir. Donc maintenant, ça nous donne la possibilité de respirer entre le match contre Nice et le match contre Brest. C'est des victoires qui font vraiment, vraiment, vraiment du bien. Maintenant, on ne va pas en faire un fromage, hein. Ça reste une victoire contre Brest, une équipe qu'on arrive à vaincre systématiquement. Et voilà, on n'a pas joué contre le Bayern ou contre Madrid, on a joué contre Brest, les garçons. Donc, il faut rester réaliste. Il y a l'effet Sampaoli. Je demande d'avoir les 10 derniers matchs qui viennent, moi. Ok, merci Richard. Faisal, Richard dit qu'on ne va pas en faire un fromage. Tu es d'accord? On ne va pas en faire une paella non plus. L'OM a gagné ce deuxième match consécutif. On ne va pas s'emballer, c'est bien? Voilà, on ne va pas s'emballer. Après, il faut quand même l'admettre. Je pense qu'on a quand même tous vraiment bien vécu, notamment le deuxième et le troisième but, qui sont arrivés en plus d'affilée. Donc, ça faisait longtemps. Il ne faut quand même pas bouder son plaisir, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce genre d'émotion. Après, évidemment, on ne va pas s'enflammer. Il n'y a jamais rien de sûr de toute façon avec notre club. Donc, wait and see. Alors, on va pas s'enflammer, mais Raph, quand même,
on va revenir quand même sur ce bilan, début prometteur de Jorge Sampaoli et 2 matchs, 2 victoires qu'ils ont en plus en 3 jours les deux. Il devient quand même le premier entraîneur marseillais à gagner ses 2 premiers matchs consécutifs depuis un certain Eddie Bopp en 2012. Oui, c'est des débuts qui sont quand même assez prometteurs, mais on n'est pas flamboyant dans le jeu. Certes, il y a ce côté mental qui nous fait nous surpasser dans les derniers instants, mais c'est pas non plus très flamboyant. Sampaoli, je l'adore, mais pour l'instant, il n'a pas eu le temps de poser sa patte. Donc certes, c'est 2 victoires, mais c'est 2 victoires peut-être où c'est les joueurs qui ont eu un sursaut d'orgueil où le mental a plus fait qu'autre chose. Mais pour moi, comme l'a dit Richard, faut pas s'enflammer. Oui, et surtout que Sampaoli a dit tout à l'heure que, en gros, son premier job, là, actuellement, c'est juste de rassurer les joueurs. C'était ses mots, rassurer les joueurs. Ok, merci. Alors, on va entendre Basile. On voudra entendre Basile, savoir ce qu'il en pense. Est-ce que les débuts de Jorge Sampaoli te plaisent? Ben, je suis assez d'accord avec Raphaël sur l'idée que plus que le vrai travail de Sampaoli, je pense que c'est surtout les joueurs qui ont retrouvé un semblant de motivation, comme il y a souvent avec un changement d'entraîneur. Je pense qu'en plus, Sampaoli est l'homme pour ça. Du coup, forcément, je pense comme tout le monde peut être d'accord, j'attends de voir vraiment la patte Sampaoli dans la tactique. Mais là, actuellement, je le vois plus comme un sursaut d'orgueil et une remotivation. Alors justement, tu parlais de tactile, Basile. On va revenir avec toi, Flo, sur la tactique un peu avec Jorge Sampaoli. On a vu un OM en première mi-temps et un en deuxième mi-temps, 2 visages complètement différents. Et l'entrée de Gay, notamment, qui a remplacé Raoui en début de seconde mi-temps, a changé le visage de cette équipe. Alors oui, c'était peut-être un changement défensif. Maintenant, j'ai pas vu la grande différence. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était la même lancée. Il y a peut-être le but de Milik qui a relancé l'équipe, mais c'est plus, comme disait Raph tout à l'heure, un sursaut d'orgueil que plutôt qu'une entrée de Gay. Voilà, on encaisse en plus un but à la 60e, 65e. C'est quand même le 24e but encaissé depuis le début de la saison en seconde période. Donc pour moi, c'est pas l'entrée de Gay spécialement, surtout que c'est lui qui amène le but brestois. C'est lui qui fait une faute pour le coup franc. Pour moi, c'est plus un sursaut d'orgueil. Alors, Faisal, est-ce que pour toi, l'entrée de Gay a été une rentrée importante? Alors, ouais, pour moi, totalement, hein, totalement. Je trouve que quand il est rentré, alors c'est peut-être aussi parce que Kawi n'était pas forcément dans son match, mais l'entrée de Gay, pour moi, ouais, elle a changé beaucoup de choses. Une vraie stabilité, et ça a permis surtout aux latéraux de jouer un peu plus haut. Donc, à mon sens, ouais, ça a aussi été un choix payant en termes d'hommes. Oui, alors je suis quand même d'accord avec ce que dit Flo, en partie, pas totalement, mais pour moi, si on gagne le match, c'est parce que Brest en face est mort physiquement, et puis parce que Sampaoli a fait les bons changements. L'orgueil à la mi-temps, c'est une bonne chose, mais je trouve que c'est pas forcément ce qui a fait énormément changer le match. Au contraire, on a quand même été assez bouffé au milieu de terrain, il faut dire ce qui est. Le milieu de terrain, on n'a pas vu le ballon. Et donc, voilà, pour moi, ce qui a fait la différence, c'est plus les entrées en fin de match. Donc, le jour et la nuit, ouais, enfin, le jour est venu à la 90e, quoi. Alors, on a parlé de l'entrée de Gay, on va parler avec toi, Richard, de l'entrée de Luis Enrique, qu'on peut dire peut-être c'est notre nouveau super sub, celui qui va peut-être remplacer Radonjic, peut-être dans ton cœur aussi. Il a délivré 2 passes C'est décisives. une évidence. Il a délivré 2 passes décisives encore quand il est rentré en cours de match. Rappelons que le dernier joueur à avoir fait ça, c'est Clinton Ng contre Toulouse en 2019, donc ça remonte. Il a été décisif contre Rennes, il est encore décisif quand il rentre. Il va continuer à nous impressionner encore longtemps. C'est une évidence. Le garçon, il est puissant, il est rapide, il est technique. Il fait 4 passes décisives sur les 4 derniers matchs. Il y en a qui n'en font pas pendant 5 matchs d'affilée. Ça va même au-delà, je pense, par rapport à Radonjic, il a encore un niveau supérieur, j'ai bien l'impression. Mais voilà, comme pour Radonjic, je ne vais pas arrêter de dire qu'il faut le mettre titulaire, puisque on arrive à un moment où il a fait trop d'exploits pour qu'on laisse les choses perdurer comme ça. Et j'espère que je ne comprends pas l'attitude d'AVB qu'il ne l'essaye pas plus en début de saison, parce que
Je veux dire, il n'a pas changé irrémédiablement depuis cette période-là. On aurait pu déjà l'essayer. Il a 19 ans, il est puissant, il est rapide. Il fait 4 passes décisives aujourd'hui. Il faut le titulariser pour voir ce qu'il donne sur plusieurs matchs, même si on le fait sortir à la 80e minute, à la 70e minute, à l'heure de jeu, mais qu'on arrive à faire quelque chose avec ce garçon et essayer au moins. Ok, écoutons l'avis de Raph à présent. Alors, c'est très rapide. Pour répondre à Richard, pour Sampaoli, c'est simple. Il fait rentrer Cuisance et Enrique, les deux au même moment pendant les 2 derniers matchs. Ça marche. Donc, il ne va pas s'embêter. Il se dit en les faisant rentrer à ce moment-là, ça marche. Donc, je ne vais pas forcément changer. Et qu'est-ce que pense Basile Moi, je voulais revenir aussi sur le fait, la comparaison avec notre fameux RNR7. Je trouve que la grosse différence, c'est que Enrique a l'air plus intelligent avec le ballon. Enfin, NR7, sa seule volonté, c'était de courir tout droit, d'essayer de dribbler. Et jamais il allait faire ses passes. Et là, on voit Enrique, il a fait ses passes en 2 passes D en un match. J'aurais jamais cru voir ça pour notre autre Serbe. Donc voilà, je suis très content en tout cas d'Enrique. Après, je suis pas encore prêt à le voir titulaire. Voilà. Ok, alors, Flo, ton avis aussi? Vous voulez l'écouter? Moi, je suis plus d'accord avec Basile. Pour moi, c'est un super sub. Il faut le laisser un super sub, le mettre titulaire, c'est lui brûler les ailes. Et on sait qu'à Marseille, brûler les ailes des jeunes, c'est rédhibitoire. Donc, Allez, un dernier mot pour toi, Richard, sur Luis Enrique. Et on enchaîne. Bon, là, je suis obligé de répondre à Flo. Je ne vois pas pourquoi on ne l'essayerait pas titulaire. Les grands joueurs, ils ont commencé comme ça. Il faut un peu se brûler aussi pour réussir. Donc, voilà, peut-être le faire sortir, le mettre en début de match pour qu'il nous apporte, pour qu'il nous fasse gagner les matchs. Peut-être, et le faire sortir à la mi-temps, à l'heure de jeu, à la 70e. Le gars, il est super puissant et tu le laisses sur le banc. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Ok, allez, continuons à parler tactique et coaching avec toi, Christopher. On parle de Luis Enrique, justement, il est rentré à la 77e minute, 77e pour nos amis suisses et belges, à la place d'Alvaro. Donc c'est vraiment un changement tactique, c'était osé de la part de Jorge Sampaoli. Il voulait aller chercher la victoire et il y est arrivé notamment grâce à ce changement. Ah ben c'est ça que le peuple marseillais, je crois, veut voir. C'est ce genre de changement tactique complètement fou. Je veux dire, à ce moment-là, le match, il aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Et bon Dieu, que j'ai trouvé ça couillu de passer à 4 défenseurs. Quand j'ai vu Alvaro remplacé par Luis Enrique, je crois qu'on a tous fait des grands yeux, dire ah là là, mon Dieu, on a un défenseur de moins. Voilà, c'était à qui tout double. Et bon, ça nous a réussi, tant mieux. Ça nous a réussi, Faisal. Tu penses qu'il y a quelques semaines, on n'aurait pas fait un changement comme cela et on aurait peut-être essayé de préserver le match nul? Je pense que totalement. Là, moi, j'ai un peu senti, alors je sais que ça fait un peu les grandes annonces, mais j'ai un peu senti du Bielsa dans le texte, où voilà, il fait sortir un def central, il met un ailier en se disant, bon, derrière, on va jouer que du 1 contre 1, advienne que pourra, mais l'essentiel, c'est d'aller marquer un but de plus. Donc, après, moi, juste pour revenir un peu sur ce qui a été dit sur Brest, je vous ai trouvé peut-être un peu dur contre Brest, justement. C'est vraiment une des bonnes équipes de Ligue 1 actuellement. Ils ressortent de derrière, ils font le jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment un vrai coaching gagnant. Voilà, il a, comme il a dit donc Christopher, il a été très couillu. Parfait. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai vraiment ressenti du Bielsa dans ses choix. Donc, non, bravo. Alors, du Bielsa dans ses choix, c'est un peu ce que tu as ressenti aussi, Flo? C'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que même les joueurs ressentent finalement parce que Payet l'a dit après le match de Rennes. On se retrouverait à la période Bielsa, on ne sait pas de quel côté ça peut pencher, on peut marquer ou on peut en prendre un. Et finalement, tout le monde attendait ça. Et je sais qu'il y en a qui étaient réticents à l'arrivée de Sampaoli, mais finalement, là, on s'amuse. Et ouais, Sampaoli, il est couillu sur ce coup-là, quoi. Et toi, Basile, ça t'a plu aussi ce changement tactique? Ah bah oui, ça faisait longtemps que j'attendais ça. J'en avais marre de voir un Strootman rentrer en fin de match pour un attaquant alors qu'on était en train de faire un nul. Donc ouais, non, franchement, je veux voir ça à chaque fois. Hein. Mais ça vraiment, ouais. Que du bonheur. Ok, ça marche. Ok, merci à toi. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette émission, une nouvelle rubrique, comme on l'avait dit. Il n'y a pas de fumée sans Flo, donc on est avec toi, Flo, bien sûr. On va commencer à parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille dans cette rubrique. Et on va commencer avec l'interview que Milik
Milic a donné tout récemment. Ben ouais, c'était c'est sorti ce matin sur l'équipe. Bon, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez vu, mais en fait, il annonce clairement la couleur. Il dit je veux marquer, être marquant à l'OM. Je suis là pour jouer au foot. Je suis pas là pour le tourisme. Notamment pour la première question où on lui demandait qu'est-ce qu'il faisait, enfin, s'il trouvait que Marseille était une belle ville. Il a dit bah, je suis pas là pour le tourisme. Je suis là pour jouer. Donc j'ai trouvé déjà ces paroles très rassurantes envers les supporters. Et ce qui t'a plu, c'est qu'il était assez rassurant qu'il voulait rester peut-être à l'OM. Rester, quand on lui a posé la question sur la Juve, il a dit pour l'instant je suis à l'OM et je reste focus sur l'OM, le reste on verra. Faisal, t'aimerais qu'il reste à l'OM quand même la saison prochaine. Hein. Ah ouais, je ne cache pas que j'aimerais beaucoup qu'il reste à l'OM. Après, ouais, moi dans ces déclarations, je suis un peu embêté, je ne cache pas. Quand il parle de date, voilà, 2 ans, 2 mois, il dit aussi 2 mois, donc 2 mois c'est la prochaine fenêtre de transfert. Un peu inquiet, mais voilà, c'est peut-être vraiment le grand attaquant qu'on attend depuis longtemps qui va partir peut-être très vite. Allez, Flo, on continue avec toi. On parle de joueurs en sélection. Donc, il y a une trêve internationale de 15 jours pratiquement. Quels sont les joueurs concernés? Bah, du coup, il y a Mandanda en équipe de France A, avec Camara en espoir et Bertelli en U18. Ça, c'était pour les Français. Pour les étrangers, Milik sera avec la Pologne, Tchaitat avec la Croatie. Et pour les joueurs prêtés, il y a Radonjic avec la Serbie, Strootman avec les Pays-Bas, Abdallah Mohamed avec les Comores. Et on a aussi appris il y a quelques instants, enfin du moins je l'ai appris, Hawi sera avec la Tunisie. Mais il y a aussi un autre problème, et ça c'est un cas particulier pour Balerdi. En fait, il est sélectionné chez les U23, mais avec le problème de quarantaine, tout ça, il n'ira pas. Et c'est une consultation de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont décidé de ne pas envoyer les joueurs hors européens en sélection. Allez, parlons transfert avec toi, Flo. Y a-t-il des rumeurs pour la saison prochaine? Parce que c'est bientôt la saison prochaine. On parle d'une enveloppe de 80 millions d'euros. Alors là, c'est totalement faux. Même Alexandre Jacquin l'a démenti sur ses réseaux. La Provence n'a jamais eu cette info-là des 80 millions. Maintenant, il y a beaucoup de rumeurs, en effet. Des rumeurs d'arrivée, des rumeurs de départ. On parle de Joaquin Blasquez, le coéquipier de Balerdi en U23. Argentine, c'est une rumeur foot mercato, donc on la prend pas, on ne sait pas. C'est un gardien potentiellement pour être le remplaçant de Mandanda, remplacé en nombre Pelé. Après, il y a Lianko Vojnovic, c'est un serbo-brésilien, un défenseur central de Turin. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas me placer. Ou Arturo Vidal. Pour moi, c'est un mauvais choix, Arturo Vidal. Il y a pas de, enfin, c'est pas, on n'apprendrait pas de nos erreurs, tout simplement. En termes de départ, il y a Camara qui est annoncé au Barça selon Tudo Fichajes. Et puis, ça va pas faire plaisir à Richard, mais Longoria ne veut pas garder Radonjic. Il espère que le Hertha Berlin lève l'option d'achat. Merci à toi, Flo, pour cette rubrique d'actualité sur l'OM. On enchaîne avec la troisième partie de cette émission et le verdict de Raph. Donc, on va revenir avec toi sur ces 2 derniers matchs. Est-ce que tu penses qu'il y a déjà la patte Sampaoli au sein de cette équipe? Est-ce que tu vois quelque chose qui a déjà changé? Et bien, s'il y a un truc qui a déjà changé, c'est la mentalité. Je vais vous prendre 2 exemples. Le but de Thauvin face à Brest, où il court tout de suite fêter le but avec Sampaoli. Au passage, c'était aussi pour son anniversaire. Et le but de Cuisance face à Rennes, où on a senti les joueurs qui étaient délivrés. Donc, il y a vraiment cette notion de délivrance qui est en plus appuyée par les propos de Sampaoli en conférence de presse. Le coach argentin a très clairement déclaré en ce moment, on n'a pas le temps de faire de la tactique, on joue sur l'émotionnel. Et c'est ce que j'avais dit avant, parce que les joueurs, on n'a pas le temps en une semaine et de faire 2 matchs de travailler énormément la tactique. Donc, il y a eu des coups tactiques tentés par Sampaoli. Mais voilà, c'est les joueurs qui ont dû se remotiver et puis prendre en considération toutes les dimensions d'un match. Ok. Basile, tu vois déjà une patte Sampaoli, toi, ou pas? Bah, comme je l'avais dit tout à l'heure, je le ressens dans l'idée offensive, sachant que c'est à l'exact opposé de ce que voulait faire AVB. Donc forcément, on est obligé de la ressentir. Je pense que c'est aussi dans l'envie d'aller vers l'avant, dans la motivation et tout ça qu'on le ressent. Et il suffit de voir la composition qui a totalement changé. AVB qui a gardé son 4-3-3 pendant très longtemps, alors que Sampaoli arrive, dit que le 4-3-3 n'est pas fait pour cette équipe, change totalement la compo et
jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça marche. Donc, forcément, il y a une petite patte Sampaoli, mais je pense que c'est que le début et on s'attend tous à voir quelque chose d'encore mieux grâce à lui. Ok. Raph, tu parlais d'un changement de mentalité, mais en quoi tu as pu réellement constater cela? Et bah clairement, les joueurs ont enfin compris, ça c'est un truc qui m'avait exaspéré avec Villas-Boas et puis même de nombreux coachs avant, un match ça se joue sur 90 minutes, du début jusqu'à ce que l'arbitre siffle la fin du match. On se souvient tous de ce match absolument horrible face à Lille où on prend 2 buts dans les 2 dernières minutes, dans les dernières minutes parce que les joueurs marseillais avaient oublié de jouer. Ils se sont dit, allez, c'est la 85e, on se met à 11 derrière et puis non, ça ne suffit pas. Et là, on voit, il y a les 3 buts sur les 2 derniers matchs qui sont marqués en fin de rencontre. Et pour moi, c'est vraiment bien. Donc, et ça montre aussi que Sampaoli arrive à faire jouer les remplaçants correctement et à faire du coaching gagnant sur 2 matchs de suite, ce qui est mieux que AVB avant où c'était un coup tactique sur tous les 5 matchs. Là, c'est un à chaque match. Et puis, c'est assez encourageant. Toi aussi, Faisal, tu as vu un changement de mentalité dans cette équipe? Ouais, je pense que c'est flagrant, ça reste flagrant sur l'impact, en tout cas l'impact physique. Et puis, ne serait-ce que par les choix. Les choix, ils ont été totalement modifiés par rapport à AVB, pardon. Et on voit des joueurs qu'on n'espérait plus, en tout cas à un certain niveau. Je pense notamment à Balerdi, qui profite totalement justement de cette nouvelle mentalité, cette nouvelle philosophie de jeu, où voilà, il était déjà à la relance en tant que défenseur central. On sent qu'il a pris aussi un peu confiance en lui, et vraiment au même titre que toute l'équipe qui était en place. Hein. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce que c'est l'effet Sampaoli ou est-ce que c'est juste l'effet du nouveau coach comme dans tous les clubs? Ça, on ne peut pas trop le dire, mais en tout cas, on voit que dans les intentions, tout est chamboulé, tout va dans un meilleur sens, en tout cas, pour nous supporters, ça c'est sûr. Ok, merci à toi. Alors, Raph, je reviens vers toi. Est-ce que pour toi, Sampaoli, il a vraiment aujourd'hui des certitudes sur les joueurs ou il continue son audit, notamment en vue de la saison prochaine? Je pense honnêtement qu'il continue très clairement son audit parce que c'est tout bonnement impossible de connaître les joueurs complètement en si peu de temps, même s'il a beaucoup étudié pendant sa quarantaine. Un truc qui est tout simple, c'est que face à Brest, il a adapté son jeu. Et c'est aussi là où on peut le différencier de Bielsa, c'est que Bielsa serait resté avec ses 3 centraux et puis 2 latéraux, alors que là, il s'est dit, tiens, Brest commence à fatiguer, la défense, c'est un peu à la rue, donc il s'est adapté. Et il voit aussi, il fait rentrer des joueurs dans un certain contexte pour voir s'ils apportent quelque chose et comment il peut les utiliser. Et je trouve ça très intéressant et il y a vraiment une approche tactique qui est là. Il va tester, par exemple, Enrique à la fin d'un match, quand les joueurs adverses sont crevés, il faut le lancer parce qu'il te fait des différences, des appels dans la profondeur. Donc voilà, je vois Richard qui frémit parce que moi je suis pour que Enrique continue à faire des bouts de match par-ci par-là. Pourquoi? Parce qu'il est efficace. Le mec il rentre, les équipes adverses sont fatiguées et il marque. Et Sampaoli, il réfléchit comme ça. Enrique et Cuisance rentrent sur les 2 derniers matchs, il y a des passes D et des buts. Donc pourquoi changer? Mais en même temps, il anticipe la prochaine saison. Allez, Richard, un petit mot, je pense que tu as envie de le... Tout simplement, Raph, il peut le faire au début du match. Pourquoi ne pas engendrer tu prends comme ça à contre-pied dès le début du match l'équipe adverse. Tu leur en mets 2 sur 2 passes décisives d'Enrique. Et après, tu le fais sortir à l'heure de jeu et puis tu temporises les choses. Tu gagnes ton match en défendant ton camp. Ouais, mais justement, c'est là aussi où c'est pas intéressant. Ça peut être différent. Parce que Enrique t'apporte beaucoup de différence et de profondeur parce que l'équipe adverse est fatiguée et donc il peut contrer. Et c'est là où il est bon. Mais après, voilà, c'est un autre point de vue. Moi, j'ai ce point de vue-là. Allez, une petite réaction de Faisal dans un premier temps. Ouais. Alors très rapide. Moi, c'est aussi et surtout pour mes collègues de la commanderie, donc qui sont des fans inconditionnels de Luis Enrique. Sur Luis Enrique, moi, je pense aussi que le faire jouer 30-40 minutes en fin de match, c'est plus intéressant, en tout cas pour le moment, que de le mettre titulaire d'entrée. Donc, je sais que derrière, je vais me faire un peu embêté par les collègues.
Mais voilà, c'est la fraîcheur qu'il apporte en fin de match, c'est sûr qu'elle est vraiment, vraiment impressionnante. Alors qu'en début de match, souvent, on a vu les coachs le changer très vite de façon à l'heure de jeu. Ok, allez, Basile, on t'écoute. Moi, c'est pour revenir. Je trouve que Richard, il connaît assez mal l'OM pour dire qu'on est capable d'enchaîner 2 buts d'affilée. Normalement, moi, connaissant l'OM, on met un but et on recule et on attend. Et surtout, avoir une fin de match tranquille. Je me souviens pas avoir vécu ça à l'OM depuis des années, des années. Donc, honnêtement, le sortir et se dire, ah bon, mettre 2-0, ça va, je suis pas sûr. Je préfère l'inverse. Je préfère avoir Alors, Richard, très très rapidement, et puis je te laisse un mot très Oui, rapidement et on enchaîne. mais mener très vite 2-0, perspective qu'on peut toujours entrevoir pour l'avenir. Je ne pense pas que ce soit une perspective qui soit dégueulasse. Ça peut être intéressant parce qu'après, tu peux gérer ton match. Et quand tu mènes 2-0, c'est plus facile qu'à 1-0 où tu peux te faire rejoindre, comme on le fait si souvent, par 1-1 à la 80e minute. Voilà, donc il y a aussi cette tactique à employer. Ok, allez, merci. On a parlé de tactique, on a parlé de coaching. Maintenant, on va parler des joueurs, bien sûr, avec toi, Chris. Le top et le flop, c'est à toi. Oui, alors, à votre avis, qui a été le plus généreux parmi nous, parmi les chroniqueurs, cette fois-ci? Cher monsieur, vous pouvez ouvrir vos micros. Qui a été le plus généreux parmi nous? Qui c'est qui a mis les meilleures moyennes? C'est moi. Comment? C'est moi. C'est toi? Non, comme d'hab. Ah, alors, de peu. Hein. Là, franchement, Richard, tu as failli être celui qui mettait la meilleure moyenne. Mais non, comme d'habitude. C'est encore moi. Numéro 1, toujours, voilà. Toujours le plus gentil avec les joueurs. Notre bisounours. Le bisounours du talk. C'est qui? C'est moi. Flo. Ah oui, d'accord. 6,1 de moyenne. Et puis Richard qui a mis 6 de moyenne aux joueurs. On a une moyenne joueur de 5,7. Et celui qui a été le plus dur sur ce match-là, figurez-vous que c'est Raph. Voilà. J'en étais sûr. Je te l'avais dit que j'avais été méchant. Allez, passons maintenant au top flop. Alors, on va essayer d'aller dans l'ordre. On va d'abord commencer par les flops. Et on va d'abord, quel était le flop numéro 1? On va y aller par étapes. Hein. Donc, le flop numéro 1, vous allez voir, je pense qu'on va tous être d'accord. Ce n'est pas très compliqué parce qu'il sort du lot. Hein, voilà. Alors, j'ai interrogé Faisal et Basile, qui a été pour vous le plus gros flop de ce match? Kawi, si on prend la première mi-temps. Ouais. Après sinon, on est d'accord. Ouais, juste un. Juste pour lui. Non, mais c'est lui qui est sorti à la première mi-temps. Je ne sais pas si on le compte. Oui, alors oui, c'est vrai que nous, on met une règle qu'il faut rester au moins 45 minutes sur le terrain pour être noté. Ok, ça va. Voilà, donc Kawi, on l'a mis dedans. Voilà. Et Faisal, est-ce que tu étais d'accord aussi? Ouais, totalement. Hein. Je pense qu'on a tous vu le même match, malheureusement, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui aurait mérité vraiment beaucoup plus sa chance. Mais non, on l'a vu tout de suite avec Gale, dans l'impact, dans tout, dans le lien avec les milieux, avec l'attaque, c'était autre chose. C'est ça. Nous, on lui a mis 3,7. Hein, pour vous dire, c'était le pauvre, il a vraiment eu. C'est une belle ramasse chez nous. Hein. Raph qui lui met 3, Richard qui lui met 3,5. Moi qui lui mets 3. Le pauvre, c'est un peu méchant pour lui, mais il est dans un poste qui est très compliqué. C'est ce poste de milieu central qui peut jouer à gauche aussi, c'est ultra compliqué. Il a pas le. Moi, je le verrais bien comme un piston, comme Nagatomo plutôt. Justement, tu parles de Nagatomo, il a fait quand même son bonheur parce que d'habitude, c'est toujours Nagatomo qui est dernier. Donc, au moins, c'est pas lui. Alors, voilà, mais je suis désolé. Voilà. Alors, on a un top 2, un flop 2, voilà, ex aequo. moi, Nagatomo, je ne l'ai pas trouvé nul sur ce match. J'ai mis la moyenne. Hein. Alors, oui, c'est vrai. Mais en fait, il était pas horrible. Que notre flop à égalité du numéro 2, en fait, ils ont la même note de 4,9. Donc, finalement, ils ne sont pas loin de la moyenne. Hein. 4,9, ce n'est pas une note complètement honteuse, donc on leur a mis. Alors, vous, quel était votre flop? Alors, à toi, Faisal, tiens. Toi, qu'est-ce que tu verrais dans ton flop? En ton flop 2, ce serait quoi? Alors, peut-être Nagatomo. C'est vrai que je verrais peut-être Nagatomo, puisqu'après… Thauvin, après j'aurais mis Thauvin s'il n'avait pas marqué, clairement. S'il n'avait pas mis son but, pour moi, il n'était pas dans son match. Mais là, je dirais Nagatomo, mais c'est vraiment dur parce que depuis 3-4 matchs, on a été vraiment assez méchant contre lui quand il était vraiment bidon. Là, depuis 3-4 matchs, il a vraiment, vraiment élevé son niveau. Par moments, il fait même des belles actions.
Donc, c'est dur, mais ouais, je mettrais Nagatomo en deuxième flop. Et flop 3, parce que j'enchaîne tout de suite parce qu'en fait, nous, c'est égalité, flop 2, flop 3. Alors, flop 3, c'est plus compliqué, mais allez, je mets Thauvin. Hein. Si on enlève le but de Thauvin, encore une fois, pour moi, Thauvin, il n'a pas apporté dans le jeu collectif, dans ce qu'on attendait de lui, il n'a pas apporté. C'est mon choix. Après, il marque le but décisif, donc voilà. Alors, il va y avoir débat. J'en dis pas plus pour le moment. Moi, pour Thauvin, je suis d'accord avec Faisal. Hein. Vous le savez, en ce moment, je suis Payet et Thauvin me fatigue. Hein. À toi, Basile, toi, ton flop 2, flop 3, ce serait quoi? Moi, je trouve que vous êtes quand même assez sévère avec Nagatomo parce que je sais que j'ai regardé le match avec un pote et on était tous les deux surpris de voir Nagatomo avoir autant de ballons et ne pas être si catastrophique, quoi. Donc, franchement, j'ai pas envie de le mettre en flop parce que je trouve que ça serait pas mérité. Alors, qui Thauvin, je suis d'accord. Pour moi, Thauvin, il a tout raté et il sort un très beau but quand même sur une belle passe d'Henrique. Mais Thauvin quand même parce que pour l'ensemble du match. Donc flop 2 et flop 3 alors? Et le flop 3, j'avoue que j'ai du mal depuis tout à l'heure. En plus, j'ai réfléchi. J'hésite entre Mandanda ou Alvaro parce que voilà, pour moi, Alvaro n'a pas. Il s'est pris un carton assez rapidement, même qui est très discutable quand même. Je trouve qu'il n'a pas vraiment fait son match, surtout quand on a vu le match de Balerdi à côté, qui était vraiment excellent. Et après, Mandanda, parce que ça fait quelques matchs qui commencent à être vraiment moins bien, et là, ça se sentait encore plus. D'accord. Bon, très bien. Alors, maintenant, on va passer au… Alors oui, du coup, je n'ai pas dit. Donc, nous, notre flop, c'était effectivement Nagatomo, comme on était absolument d'accord. Mais alors, attention, nous, notre flop 3, c'est Payet. Voilà, égalité. C'est pas trop tôt. Voilà, 4,9 de moyenne. Il a eu 5 de Raph, 5 de Rafi, 6 de Flo. Enfin voilà, donc vraiment une note moyenne au final. Et bon, maintenant, passons au top. Alors, le top, alors attention, on ne va pas être d'accord du tout. Alors, à votre avis, pour faire, attention, le grand, comment dire, la grande révolution par rapport à tout ce qu'on a pu dire juste avant, qui est le top 1 selon vous, pour nous? Je t'y parle au chroniqueur, là. C'est Thauvin, du coup. Eh ouais. C'est Thauvin chez nous qui est numéro 1, qui a 6,9 de moyenne. En plus, c'est une super bonne moyenne. C'est notre top 1. Il faut savoir que jusqu'à présent, ça a toujours été Camara, notre top là, de tous ces derniers matchs. Et finalement, Camara a été battu par Thauvin. Donc voilà, donc du coup, on n'est pas d'accord avec vous. Nous, on lui met quand même un 6,5 de Raph, un 6 de Rafi, un 8,5 même de Flo, un 7,5 de ma part et un 6 de Richard. Donc voilà, il finit avec un bon 6,9 et il finit en tête de notre top. Numéro 2, chez nous, c'est Camara, avec 6,8 de moyenne. Donc, il passe de 1 à 2. Et puis, on va finir, comme ça c'est fait, Milik, qui est 3e, avec 6,7. Et vous, les gars, vous mettrez qui comme top 3 rapidement? Sûrement pas Thauvin, du coup. Ouais, voilà. J'avoue Balerdi, parce que franchement, il m'a assez épaté, honnêtement. D'accord. J'aimerais beaucoup mettre Henrique parce que clairement, il a fait une entrée absolument décisive. Donc, après, vous m'avez dit 45 minutes au minimum. Du coup, Lirola, que j'ai beaucoup aimé quand même, honnêtement. Que je trouve ça change tellement de Sakai que ça me fait un bien fou de le voir. Du coup, je le mets. Et après, sinon, Camara, comme d'habitude, je dirais. Voilà. D'accord. Oui, Camara, c'est facile de le mettre dans le top 3. C'est la valeur sûre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est comme le franc suisse. Exactement. Allez, à toi, Faisal. Alors moi, top 1, vraiment, c'est Balerdi. Vraiment Balerdi, parce qu'il m'a vraiment impressionné. Pour le coup, que ce soit dans l'impact physique, dans l'anticipation, dans la relance, pour moi, c'est là on a vraiment vu son vrai potentiel. Pas étonnant, un coach argentin, il vient, il a peut-être trouvé les mots, il l'a mis en confiance. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de débat sur ce match-là. En top 2, Camara, encore une fois, parce que même s'il est un peu en dessous de son niveau depuis quelques matchs, il reste quand même le patron, peu importe l'équipe adverse du milieu de terrain. Ça, je pense que tout le monde ne peut être que d'accord. En tout cas, sur le milieu de terrain, pas sur le meilleur joueur de l'équipe ou du match, mais au milieu de terrain, il a vraiment fait sa loi. Et en top 3, Milik. Voilà. Milik, pourquoi? Parce que sa présence, son impact, pardon?
Comme nous. Nous aussi, on l'a mis 3e. Voilà, il a vraiment son impact. Enfin, tout ce qu'il apporte, on sent qu'on a un avant-centre, un 9. C'est ça. On Ça fait n'avait du bien. plus depuis. On en parlait là d'ailleurs encore avec les collègues. Depuis Gomis, c'est Gignac. Donc, ça commence à monter le fait d'avoir un vrai attaquant. C'est ça. Voilà, on a fini. À toi. Merci à toi, Chris. Allez, on passe à la 5e partie de l'émission, la rubrique que vous attendez chaque semaine. Pourquoi tu marronnes Richard? Alors, vous vous emballez tous sur Jorge Sampaoli, et lui, il s'emballe un petit peu moins, je crois. Ben oui. Tout à l'heure, je vous ai écouté parler sur Sampaoli. J'avais envie de sauter de ma chaise jusqu'au canapé et de revenir sur la chaise. C'est incroyable quand même. Hein. Un coach arrive, il gagne 2 matchs et tout Marseille s'enflamme. Les réseaux sociaux commencent à dire qu'il a la touche bielsesque, c'est-à-dire Bielsa. Mais il faut pas s'endormir, les garçons. Si ça se trouve, dans 3 matchs, il n'arrête pas de perdre et voilà. Donc, il faut voir je pense qu'il faut voir sa touche sur 10 matchs. Alors, on est content de ce qu'il fait parce que grâce à lui, grâce à sa venue, les joueurs de l'équipe, vous disiez, ils ont pris conscience. Mais ils ont pris conscience parce qu'il est là, parce qu'ils ont peur qu'il les mette sur le banc. C'est tout. Mais dans 3 matchs, dans 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 10 matchs, même l'année dernière, même l'année prochaine, je veux voir ce qu'il va faire. Je veux voir quels vont être ses résultats. Est-ce qu'il va nous faire gagner quelque chose? Voilà, donc ça a été pareil pour Garcia, ça a été pareil pour AVB. Donc voilà, faut être raisonnable. Donc pour toi, une bonne fin de saison ne te suffirait pas peut-être à avoir un avis sur notre coach? On part sur des idées positives parce qu'il a donné de l'allant, il a donné de la grinta, mais est-ce que c'est pas parce que les garçons ont peur de perdre leur poste? C'est quand même un personnage, c'est quand même une personnalité. Il le voit y arriver, Thauvin, il a peur. Peut-être que Payet a peur, peut-être que ça a réveillé Enrique, peut-être que ça a réveillé un Balerdi, comme vous avez dit, mais ils ne veulent pas perdre leur place, ils veulent gagner leur place, ils veulent gagner sa confiance. Mais dans 3 matchs, dans 4 matchs, 5 matchs, est-ce que ça sera comme ça, Rafi? Alors, tu dis qu'ils ont peur, c'est des joueurs qui ont peur. Avec tout le respect que je peux avoir pour Nasser Largué, peut-être que c'est un coach qui les a quand même plus impressionnés que Nasser. Je m'excuse, Rafi, de te répondre ça, mais Nasser, ils savent très bien qu'il est là momentanément, qu'il est en intérim. Donc, il ne va pas rester. Donc, ils s'en foutent un petit peu, tu vois. Et ça, c'est l'état d'esprit typique d'un Payet, qui en plus, même avec Sampaoli, en ce moment, n'est pas fulgurant. Hein. Donc, voilà. Et après, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Nasser Largué, s'il avait été titularisé jusqu'à la fin de l'année, je pense que les joueurs auraient eu peut-être une autre attitude. Ce n'est pas certain, mais voilà. En tout cas, c'est sûr qu'il y a un effet Sampaoli. Ça, c'est sûr. Ce que je veux qu'on pense et l'état d'esprit qu'on doit avoir, c'est de savoir comment ça va être au mois de juin, par exemple. Est-ce qu'on sera toujours dans cette configuration-là de grinta et qu'il aura réussi à mener l'équipe vers le haut, vraiment? Ce n'est pas que sur 2 matchs. Donc, tu n'es pas comme tous les Marseillais, malgré que tu es Marseillais. Tu ne t'emballes pas, tu demandes à voir sur la suite. Je suis très heureux de qu'il nous amène cette grinta. Mais comme je vous l'avais dit, j'avais déjà des griefs avant qu'il arrive à cause de sa Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc aujourd'hui, j'ai mis des réserves. Et je veux voir que cette grinta, il va réussir à la maintenir dans les 6 ou 7 ou 10 matchs à venir. Parce que bon, il nous reste 10 matchs et il faut qu'il nous amène à être européens. Donc voilà, à lui de jouer. Ok, Basile, tu mets des réserves aussi ou tu commences un peu à t'emballer? J'avoue que je fais énormément partie du FC Enflammade sur Twitter. Donc, c'est sûr que pour moi, en fait, le truc, c'est que là où je ne suis pas vraiment d'accord avec Richard, c'est que je ne pense pas que la plupart des gens s'enflamment parce qu'on a gagné ces 2 matchs. Je pense que la plupart des gens s'enflamment parce qu'il est argentin et qu'il est surnommé le disciple de Bielsa. Je pense que c'est surtout là où les gens s'enflamment le plus. Et peut-être que justement à tort, parce qu'on ne sait pas encore si vraiment il va réussir à faire pareil. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ces 2 matchs-là. Les 2 matchs, c'est juste parce que je pense que c'est plus un soulagement et un renouveau pour nous parce que on vit tellement la misère que aujourd'hui, c'est pas vraiment une enflammade, mais c'est plus
oh, enfin on gagne des matchs, enfin on prend du plaisir. Je pense que c'est surtout ça. Ok, merci à toi. Et toi, Faisal, tu fais également partie du FC Enflammade avec Basile ou tu mets des Euh, réserves? alors au début, j'étais justement totalement l'inverse, totalement pas emballé parce que j'avais peur justement dans le contexte qu'on le grille trop vite, en fait, plus dans ce sens-là. Quand il y avait encore JHE qui était en place, personne, tout le monde commençait à parler boycott du club, des matchs, etc. Et moi, clairement, c'est un coach que je voulais absolument voir à l'OM. On appelle, voilà, comme l'a dit Basile, le disciple de Bielsa. Et nous, le seul truc qu'on veut, c'est revivre des émotions qu'on a vécues avec Bielsa. Par contre, moi, j'aimais plus des réserves, et ça rejoint peut-être ce que dit Richard, sur le timing en tout cas. Moi, j'aurais préféré qu'on lui donne vraiment les clés du camion à l'intersaison avec ses choix, ses joueurs. Là, si, comme le dit Richard, on perd 4, 5, 6 matchs d'ici à la fin de saison, déjà la pression, elle va être plus difficile, elle va être plus grande, et il repartira sur une saison peut-être d'une manière plus compliquée. Voilà, donc je m'enflamme, oui, parce que c'est le fils spirituel de Bielsa sur un terrain de football. Après, j'ai vraiment mes réserves sur est-ce que le timing était bon, est-ce que les joueurs qu'il a à sa disposition actuellement sont les joueurs qui vont lui permettre vraiment de bien se lancer totalement dans son aventure marseillaise. Mais globalement, bien sûr, je suis, après les purges qu'on a vécues d'AVB, là, on a eu l'impression de revivre du Helibop. Donc, ça peut être que du positif. Ok, merci à toi, Faisal. Merci, Richard. Tu veux ajouter un dernier mot rapidement? Oui, mais justement, pour rebondir avec ce que vient de dire Faisal, justement, à VB, on était à fond les premiers matchs et la saison d'avant, rappelez-vous. Donc, il ne faut pas refaire la même erreur. Attendons de voir venir et de voir les résultats qu'il va avoir. Ok, merci. Allez, oui, dernier mot, Basile. Bah, c'est par rapport à ce que j'avais dit et aussi ce que tu as dit, mais j'avoue que je trouve que c'est dur à dire à des gens qui sont tellement dans l'attente d'avoir enfin des résultats, qu'on est tellement dans un truc dur en ce moment et tout, parce que bah, même en dehors de l'OM, vu que c'est difficile la situation, on n'attend que d'avoir des résultats. Donc je trouve ça très dur de dire aux gens de ne pas s'enflammer. Après, je pense que laissons les gens s'enflammer, mais il faut qu'ils aient une réserve en se disant, Ben oui. voilà, ça peut changer. Mais c'est sûr que voilà, je trouve ça assez dur quand même de dire aux gens de ne pas s'enflammer actuellement. Même si je comprends les arguments, quoi. Merci à vous. Nous, on va s'enflammer avec le jeu des pronos. Nice OM, samedi à 17h. Chacun, vous allez me donner votre pronostic. Allez, on y va avec toi, Raph. 2-0 pour l'OM. 2-0 pour l'OM. Richard. C'est tellement allé, on va dire 3-0 pour l'OM. Allez. 3-0 pour l'OM. Flo. Pour moi, ça sera 2-1 pour l'OM. Christopher. 3-0 pour l'OM. 3-0 pour l'OM. Basile. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Faisal. 3-1. 3-1 pour l'OM, bien sûr. Bien sûr. Et moi, je vais dire 2-1 pour l'OM. On passe à la 7e partie de cette émission. Le dossier de la semaine, le repérage de talent à la Marseillaise. Donc, on a la chance d'avoir quand même quelqu'un qui travaille dans un club professionnel avec nous, c'est toi, Faisal. On va commencer avec toi, Richard. Tu vas nous parler un petit peu de ces stages de détection. Oui, alors, nous, à notre époque, quand on était jeunes à Marseille, on a eu des possibilités de faire ces stages de détection, mais c'était vraiment au pied levé. Faisal peut-être peut confirmer ça. C'était vraiment des après-midi, ça durait 2-3 heures, et on était jugés à l'emporte-pièce au pied levé un après-midi. Les candidats n'avaient pas forcément tout montré de leur talent et l'OM pouvait passer à côté de bons joueurs parfois. Aujourd'hui, j'ai pu analyser qu'il y avait des stages qui durent une semaine, où on amène des joueurs qui peuvent jouer toutes leurs chances, puisqu'ils ont une semaine pour montrer toutes leurs qualités morales, techniques, tactiques, etc. Et ils peuvent venir du sud de la France comme ils peuvent venir du nord. J'ai vu un reportage où il y avait des enfants qui étaient venus de Paris. Et voilà, donc ça amène plus d'exercices à faire aux enfants et donc une évaluation qui est plus étendue, qui est plus précise, avec une exigence technique
mais aussi la volonté de voir la détermination du jeune garçon, même s'il est encore petit, pour jouer à Marseille. Et donc, c'est plus abouti pour trouver des joueurs adaptés. Voilà. Donc, néanmoins, le problème, c'est qu'on est, en fait, on ne voit pas beaucoup de joueurs exploser malgré tout. Donc, le travail, j'espère que le travail de Nasser Largué va porter ses fruits, mais je pense que sincèrement, il y a un problème avec à l'OM, notamment un déficit de recruteurs où il faudrait plus de recruteurs dans plus d'endroits les jours de match des amateurs, tout simplement, pour qu'on puisse des clubs amateurs, pour qu'on puisse arriver à déceler des pépites, parce que depuis le début, je vous en parle de nos talks, je suis sûr qu'il y en a et qu'on ne les déniche pas. C'est ça qui est dommage. Alors, Raph, Richard nous parlait d'un problème de recruteurs. On va revenir avec toi sur les scouts dans le foot. Déjà, leur rôle, leur importance au sein d'un club, déjà. Oui, alors les scouts, c'est un peu le truc qui est à la mode en ce moment. Quand on parle de dénicher des talents ou de retrouver des pépites, comme a pu nous dire Richard, et ben, quand on fait ça, bah, les clubs mettent en place un réseau de recruteurs avec des scouts en bas de l'échelle qui, eux, sont un peu les gens qui vont aller se taper tous les matchs le week-end des amateurs pour voir pour voir les jeunes notamment qui jouent chez les amateurs et qui pourraient être recrutés. Et il ne faut pas oublier que aussi à l'OM, on a un très bon exemple de scout. C'est Pablo Longoria qui a commencé sa carrière de scout, en tant que scout, pour finir directeur président de l'OM. C'est un beau parcours quand même. Donc, les scouts, c'est vraiment un corps de métier qui est très important aujourd'hui dans le football. Et il y a aussi, les scouts ne sont pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui sont indépendants, d'autres qui fonctionnent pour des clubs, d'autres qui sont affectés à des régions. Donc, il y a c'est un métier qui est très intéressant. Et oui, il y a vraiment cette notion que ça devient essentiel. Parce qu'un exemple typique, c'est par exemple le Borussia Dortmund. Comment est-ce qu'on nous explique que le B4B arrive à avoir des pépites à chaque poste? Je prends l'exemple de Moukoko, le jeune qui est en pleine réussite, ou aussi Bellingham, qui était inconnu il y a 2 ans et qui sont allés chercher pour 15 millions à Birmingham City en 2e division anglaise. C'est là où on voit l'importance des scouts aujourd'hui. Et il y a notamment de très nombreux clubs espagnols dont fait partie Faisal, qui utilisent ce système de scout et beaucoup les utilisent notamment pour l'Amérique du Sud, qui est un vivier de talents énorme. Alors, on a envie peut-être d'avoir l'avis d'un connaisseur, Faisal. Oui, alors moi, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas trop sur le scoutisme, plus sur la formation en fait. Après, pour revenir vraiment à notre sujet de l'Olympique de Marseille, de la formation et du scoutisme, aujourd'hui, il faut partir du simple constat. Il y a 2 joueurs de l'Olympique de Marseille en équipe de France et en équipe espoir. Donc, à un moment donné, si on ne part pas du constat et on se dit qu'on n'est vraiment plus un grand club formateur et on ne pourvoit même plus des joueurs pour la sélection, on ne peut plus vraiment se permettre de dire quoi que ce soit. Après, sur le scoutisme, j'avoue que je ne sais pas trop comment fonctionne l'OM sur le scoutisme. Par contre, je vous conseille vraiment, là je fais un peu de la pub aussi, je prêche pour ma paroisse, d'écouter le dernier podcast qu'on a fait donc avec la commanderie sur le projet OM Next Gen, où là, pour le coup, en fait, l'Olympique de Marseille a vraiment déclenché quelque chose en 2017 qu'ils auraient dû déclencher logiquement depuis 1985, comme l'a fait l'Olympique Lyonnais, comme le fait des clubs très connus comme le Racing Club de Lens, comme le fait l'OGC Nice, surtout qu'à Marseille. Donc, je suis bien placé, je travaille vraiment, moi, sur le bassin marseillais. C'est un vivier absolument infini. Sauf qu'aujourd'hui, les joueurs marseillais, qui sont pourtant fans de l'OM, qui ont un certain niveau, malheureusement, préféreront signer à Nice ou à Monaco, voire à Montpellier plutôt que chez nous. Puisque, pour beaucoup de choses, pour un centre de formation très opaque, pas très compétitif et surtout, et là, on ne peut pas non plus toujours cracher sur les dirigeants, c'est plus facile pour un jeune de se lancer à Nice que
se lancer au stade Vélodrome avec 60 000 personnes. S'il rate un ballon, on se prend un but. Mentalement, c'est plus compliqué. Mais pour moi, il n'en demeure pas moins qu'un club comme l'Olympique de Marseille, c'est une faute professionnelle de n'avoir aujourd'hui qu'un jeune en sélection espoir, Camara, et Mandanda, qui est le 3e gardien de la sélection. Bon, pour moi, le constat, il est clair. Hein. Oui, ou tout au moins, même s'ils ne finissent pas en équipe de France, mais qu'on ait plus de jeunes qui finissent dans notre équipe de l'OM. Au moins ça. Et on n'en voit pas assez. Ok, merci à vous deux, merci pour ton analyse. On va parler avec toi, Chris, d'un nom qu'on a entendu cette semaine, d'une personne qui a eu une belle promotion au sein du club. Je parlais de David Friot. Ah oui, alors ça, lui, il a tout gagné, lui. Hein. Alors, on va revenir un peu d'abord sur son parcours de David Friot. En fait, je me suis rendu compte qu'on ne connaissait pas bien. D'abord, il faut souligner qu'il était dans les années 90, milieu de terrain et un peu défenseur. Enfin, voilà, il évoluait c'était un peu un Camara, quoi. Il était entre milieu défensif et défenseur. Donc, il a évolué à Nîmes Olympique et à Valence en Ligue 2. Voilà. Après, il est parti en Angleterre, à Plymouth Argyle, où il était en Ligue 1, donc en 2e division anglaise. Et pour la petite histoire, il a quand même gagné le championnat en 2004. Et après, il a fait encore une année à Nottingham Forest avant de devenir à Nottingham Forest le scout de ce club. Voilà, donc son début de carrière en tant que scout a débuté à ce moment-là. Et en 2008, c'est là où il a eu un peu son heure de gloire. Hein. C'est là où il est devenu scout pour Manchester United. Et il a repéré notamment, voilà, son grand fait majeur, il avait notamment repéré Paul Pogba. Et c'est lui qui l'a fait venir. Et voilà, Paul Pogba est devenu ce qu'il est devenu. En mai 2017, il est venu dans la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne. Et donc, en 2020, il est devenu le scouting manager de l'Olympique de Marseille. Il est en charge de l'équipe pro et de les centres de formation au niveau du recrutement, il faut le savoir. Il s'appuie sur un réseau bâti au fil de ses différentes expériences, ce qui n'empêche pas de sillonner le pays et de se gaver de matchs, en plus de toutes les vidéos qu'il ingurgite. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, il est extrêmement Longoria compatible, étant donné qu'il fait pareil de son temps libre, hein, c'est-à-dire qu'il se bouffe des matchs en gros, quoi. Depuis la réorganisation du sportif annoncée par Longoria, il est dorénavant nommé directeur technique en charge de l'équipe professionnelle et du scouting. Voilà, donc ça c'est son poste officiel. Hein. Il n'est pas directeur sportif comme j'ai pu l'entendre, mais attention, il devient quand même dans les faits le directeur sportif qui était Pablo Longoria avant d'être propulsé président. Mais c'est une manière quand même de combler un siège vide sans le combler vraiment, et surtout de confirmer que l'Espagnol reste quand même le grand patron du sportif, celui qui appuie finalement sur le bouton au final. Ok, merci à toi. Alors, un nouveau directeur technique qui va s'occuper du sportif et du scoutisme. Justement, on y vient avec toi, Flo. 3 nouveaux scouts, Sergio Santomé, Mathieu Sekinger et Benjamin Bratt. Qui sont-ils ? Déjà, j'ai envie de dire, excite les vieux, bonjour aux jeunes, parce qu'ils ont tous environ 35-40 ans, l'âge de Longoria. Voilà, donc d'abord, Benjamin Bratt, c'est aussi un ancien joueur. Il a joué à Nancy et aussi en National 2. Et après sa petite pige, après avoir été joueur, il a direct commencé en tant que scout à Nancy. Il a commencé en 2017 jusqu'à là maintenant où il a été recruté par l'OM. Ensuite, Mathieu Sekinger, du coup, comme je l'ai dit, 35 ans aussi. C'est un ancien recruteur, un ancien scout de Manchester United. Il était là depuis 2016 et il a aussi notamment fait venir Hannibal Mejbri. Alors, pour l'instant, on n'en entend pas trop parler, on ne sait pas trop qui il est. Pour les joueurs de Football Manager, on sait que c'est une grosse pépite sur ce jeu. Donc, on pense que ce joueur pourrait être le futur Pogba, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui a à peu près le même parcours que David Friot. Et pour le troisième, Sergio Santomé, c'est un compatriote à Longoria, un ancien scout à Valence, pendant de juillet 2019 à janvier 2020. Donc, il était là pendant la période Longoria à Valence. Ok, merci à toi, Flo. Alors, je voudrais entendre l'avis de Basile. Est-ce que tu seras assez confiant pour l'avenir avec cette restructuration au niveau du scoutisme notamment ? J'avoue ne pas m'y connaître énormément dans ce domaine. Je suis ça de plus en plus près grâce à Twitter et à ce genre d'émission, à la commanderie et ainsi de suite.
Mais c'est vrai que déjà, ça me met en confiance de voir ça, même que Longoria soit président de l'OM, ça me met plus en confiance vis-à-vis de ça, parce que je pense que comme tout le monde est d'accord, c'est absolument catastrophique de se dire que Marseille, qui est la plus grande ville de foot en France et une des plus grandes villes de foot en Europe, enfin, j'habite à Marseille, je joue au foot tous les jours, il y a des cities dans tous les quartiers, et je vois des enfants, enfin absolument n'importe qui joue au foot à Marseille. On est né avec un ballon dans les pieds, j'ai l'impression. Et c'est dur de se dire que aujourd'hui à l'OM, il n'y a quasiment aucun jeune formé qui est titulaire au club ou même remplaçant. Et donc je trouve ça vraiment important. L'OM Next Gen que j'avais vu, qui avait été créé il y a quelques années, je trouvais ça incroyable comme avancée. Je me disais que c'était vraiment bien. Je ne sais pas si ça a apporté ses fruits, sachant que là, j'ai vu que certains clubs s'étaient retirés. Donc c'est vrai que j'aimerais savoir où ça en est, ça déjà, par exemple, le Next Gen. Parce que j'avoue que j'ai vu certains clubs se retirer, je crois Herbel, qui est quand même un gros vivier. Donc voilà, je pense que j'attends de voir par la suite si on va enfin arriver à développer ce gros point noir de l'OM. Mais j'espère en tout cas. Et je pense qu'on est plus sur la bonne voie qu'avant, quoi. Oui, alors écoute Basile, je peux te répondre directement pour l'OM Next Gen. On a eu la chance d'échanger, c'était la semaine dernière, donc avec le président de la SPTT Marseille, qui est le premier club partenaire en termes d'échanges sportifs ou même historique. C'est vraiment le club partenaire historique de l'Olympique de Marseille ici, qui est vraiment dans le projet. Pour vous dire que voilà, le projet OM Next Gen continue. Longoria a rencontré tous ses présidents qui ont intégré ce collectif pour les rassurer sur la continuité du projet. Et il a même dit qu'il voulait même aller encore plus loin. Donc, on peut dire tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été dit sur la présidence et depuis que McCourt est là. Le travail qui est fait, il est difficile. Il est très difficile parce qu'en 4 ans, l'OM doit rattraper 50 ans d'inactivité au niveau des rapports avec les clubs locaux, avec les clubs même de la région. Il faut se dire les choses. Donc, Basile parlait de Herbel aussi à Marseille. Donc, ils n'ont jamais été par contre dans le projet OM Next Gen. Ils ont refusé d'entrée de jeu. Mais c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, depuis 10 ans, peut-être 15 ans maintenant, Herbel est la référence du football marseillais chez les moins de 18 ans. Donc, quand on a un club comme l'Olympique de Marseille, pour moi, encore une fois, c'est vraiment le gros point noir de notre club. Surtout si on était, en plus, c'est pas pour manquer de respect à certaines régions ou quoi que ce soit, mais on est dans une ville et une région ultra football où on ne vit que pour le football. Et 9 habitants sur 10 supportent l'Olympique de Marseille. Et on n'a jamais capitalisé là-dessus. Et malheureusement, ça a du mal à se lancer à cause de ça. Ok, merci à toi pour ces précisions. On passe à la dernière partie de cette émission. Les questions pour vous deux. On va commencer avec toi, Christopher. Ta question, s'il te plaît. Oui, ma question, elle est pour Faisal. Je voulais en fait simplement déjà vous féliciter déjà pour votre partenariat là, qui va vous faire grandir avec BetClick, je crois, c'est ça? C'est ça, tout à fait, exactement. Donc, donc je voulais simplement. Alors, vous devenez grand maintenant, hein, donc voilà, déjà bravo à vous. On grandit, on n'est pas grand, voilà. On grandit. Et puis, je voulais simplement savoir quels étaient un peu vos objectifs pour le podcast à venir et qu'est-ce que vous souhaitez en fait prochaines échéances. Alors nous, honnêtement, je parle en mon nom, mais je pense que beaucoup dans l'équipe, c'est la même chose. Donc toi, tu as été invité aussi, donc tu as pu voir un peu l'ambiance qu'on mettait nous dans les podcasts. C'est vraiment en fait une bande de potes, on parle de l'OM, on ne se prend pas au sérieux. Par contre, on essaie vraiment d'apporter des contenus de qualité dans un premier temps et surtout on prend vraiment du plaisir à suivre notre club. Là, on ne s'attendait pas non plus à ce que voilà, on prenne, on n'est pas non plus, on n'est pas encore le phocéen, mais vraiment on ne s'attendait pas à avoir quand même une telle aura aussi vite en tout cas. Et nous, vraiment, donc l'objectif, c'est vraiment de continuer à prendre du plaisir. Ça, c'est vraiment la base de la base. Et surtout, vraiment, on se casse la tête à chercher toujours des contenus de qualité. Voilà. Donc, on a fait l'OM Nation, dont tu étais l'invité pour représenter l'OM Nation Suisse. On a fait l'OM Next Generation. Vraiment, l'OM Next Generation, c'était un premier volet. On a invité un président. Donc, je ne peux pas trop en dévoiler, mais il y en a un prochain qui va arriver où on va
on va rester dans le thème, mais plus à l'international avec des invités assez prestigieux. Mais on n'a pas d'objectif en soi. C'est vraiment de continuer à se faire plaisir et surtout proposer de la qualité. Se démarquer en tout cas par la qualité. Ok, merci. Flo, ta Voilà. question, s'il te plaît. Ben, moi, du coup, c'est pour Basile. En fait, si tu veux, on a la volonté sur le long terme de faire des streams sur Twitch, tout ça. C'était une idée. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner? En vrai, je débute, ça fait quelques mois maintenant. Après, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Essayez de faire quelque chose de visuel toujours et d'essayer de faire quelque chose d'entraînant. Déjà, le fait d'être plusieurs, c'est hyper important, je trouve. De pouvoir voir tout le monde, je trouve ça vraiment bien aussi. Et d'apporter aussi du contenu visuel, que ce soit voilà, sur les différents sujets. Par exemple, si on parle de l'OM Next Gen, peut-être d'arriver à agrémenter avec des photos des différents clubs selon les quartiers de Marseille ou des idées comme ça. Je pense que ça, c'est important. Mais moi, je le fais pas forcément. Enfin, je le fais grâce à mes designs ou quoi. J'arrive. Mais je pense que c'est important sur Twitch d'avoir quelque chose de très, très attractif en termes d'image et de son. Voilà. Merci, merci à toi. Richard, on t'écoute. Moi, c'est pour Faisal. J'ai cru comprendre que tu travaillais pour l'Espagnol Barcelone. Oui, c'est ça. Voilà, donc je voulais savoir si justement, par rapport au dossier qu'on a soulevé ce soir, est-ce qu'ils arrivent à sortir de nombreux joueurs de leur région, tout simplement, pour alimenter leur équipe? Est-ce que ça marche là-bas ou pas? Alors, clairement, oui. Clairement, oui. Donc, en termes de jeunes et de formation, on est une référence en Espagne. Donc, clairement, aujourd'hui, entre l'Espagnol et le Barça, chez les jeunes, c'est vraiment, ça se tire la bourre. J'aurais même tendance à dire qu'on est même en train, plus ou moins, de gagner sur les grosses équipes. C'est vraiment, en plus, c'est ultra concurrentiel puisqu'il y a le Barça très international à côté. Et moi, c'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus ce genre de dossier où l'Espagnol, justement, travaille énormément sur la méthodologie et la formation. Très souvent, on m'a dit, voilà, nous, en Espagne, on n'a pas forcément le même vivier aussi important que vous pouvez avoir en France, notamment dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. Mais pour pouvoir justement rivaliser, on a dû développer des méthodes ultra performantes. Aujourd'hui, il suffit, donc j'ai même eu, donc pour vous dire une petite anecdote assez intéressante et révélatrice en tout cas, je ne sais pas si elle m'a fait plaisir, moi, en tant que Marseillais, fan de l'OM, fan de Marseille, etc., ou si elle m'a fait peur, mais j'ai eu des entraîneurs donc, de l'Espagnol Barcelone, des équipes de jeunes, qui sont venus lors d'un football camp que j'ai organisé du coup à Marseille, dans le 12e arrondissement, et des coachs donc, qui sont en place là-bas, qui jouent le Barça, le Real régulièrement, qui sont champions d'Espagne en U17, etc., qui m'ont dit, là, en 2 jours, on a vu plus de qualité brutale et clairement que ce que nous, on peut avoir chez nous à l'Espagnol. Par contre, si on prend les 11 meilleurs joueurs qu'on voit ici contre nos équipes à nous, on gagne 12-0. Parce qu'ils ont une intelligence de jeu, un aspect collectif, une approche du football où dès les U7, U8, on leur apprend tous à jouer, entre guillemets, dans un collectif. Et l'école de football, quoi. Une école de football. Parce que nous, à Marseille, voilà, nous, c'est l'inverse. Nous, on a le vivier, le talent. Donc, c'est Basile l'a dit, hein, je pense que demain. Oui, ce que je disais tout à l'heure. On peut aller se promener demain sur un City Stade là-bas à Andoum et il est possible de voir un recruteur de l'OGC Nice. Et c'est clairement, c'est la réalité puisque le talent, il est partout. Malheureusement, mon grand regret, l'OM n'arrive pas déjà à vampiriser en tout cas tous les talents, ne serait-ce que de la ville. Hein. Je ne parle même pas après de la région, si on va vers Aix, si on va à Luynes, peu importe, ne serait-ce que Marseille même, l'OM n'arrive pas à vampiriser les meilleurs talents. Et c'est tellement dommage. Je vais finir avec toi, Basile. Tu as un prochain vernissage de prévu ou pas? Pas spécialement. Je prends les commandes, mais en ce moment, d'abord, je finis mon année scolaire et après, on verra. Voilà. Ok, ça marche. Alors, notre émission touche à sa fin. Merci à vous deux. Merci à toi, Basile. Merci à toi, Faisal, d'avoir accepté notre invitation. On va dédier cette émission à un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. C'était Fernandao,
qui nous a quittés il y a quelques années déjà. Il aurait fêté ses 43 ans aujourd'hui. On pense à lui, on pense à sa famille, bien sûr. Merci à vous, à toute l'équipe de l'OM Talking Geneva, et merci à vous pour votre fidélité chaque semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye.